L'exercice de conclusion le vendredi en fin d'après-midi, de surcroît jour de départ en vacances pour certains, est toujours un exercice redoutable. Si je veux être populaire, je prends 30 secondes, j'arrête et la séance est suspendue. Je vais essayer de trouver un moyen terme, puisque depuis le début de la journée, on a parlé de conciliation entre intérêts divergents. Donc je vais essayer de trouver un moyen terme entre une longue conclusion et une conclusion trop sommaire. En commençant par remercier tout d'abord tous ceux qui ont contribué à cette journée qui, je crois, a été intéressante, variée, avec des interventions complémentaires et qui ont permis d'évoquer un certain nombre de questions, même si effectivement l'hôpital n'était pas au centre, mais c'était un choix délibéré de la construction du colloque et qui nous permettra de rebondir dans un certain temps sur les problèmes hospitaliers dont on est bien conscient qu'ils sont fondamentaux également pour le système de santé. Donc merci aux intervenants qui ont contribué, qui ont participé, qui ont pris du temps pour préparer cette réunion et pour intervenir. Merci évidemment à la section du rapport et des études, à sa présidente et à son président adjoint, et puis à Caroline Lafeuille qui a été maître d'œuvre et qui a porté toute l'organisation de cette réunion. Je voudrais également saluer Pauline Berne et Damien Ponce de la section sociale qui ont préparé, confectionné le dossier qui vous a été remis et qui permet de nourrir les réflexions. Alors, cette journée sur les professions de santé, puisque c'était l'intitulé, c'est quand même, au-delà des professions de santé, fondamentalement une journée consacrée sur les situations les plus lourdes, les plus douloureuses de la vie. Derrière les professions de santé, on est bien tous conscients, et c'est venu à travers de nombreuses présentations, de nombreuses questions, ça renvoie aux malheurs les plus grands que l'on peut connaître pour soi-même ou pour ses proches. Et je crois qu'il faut... et d'ailleurs, dans l'expression courante, ça ressort très bien. On n'est pas un professionnel de santé, on est mon médecin, mon infirmière, mon infirmier, mon dentiste. C'est-à-dire que le possessif traduit ce lien assez exceptionnel et assez particulier qui s'établit entre le malade ou l'usager du système de santé et les professionnels de santé. Néanmoins, cette notion de profession de santé, je crois, justifiait qu'on y consacre une journée dans la mesure où c'est une notion qui est finalement, dans son expression générale, et je crois qu'elle est révélatrice de quelque chose, relativement récente. Je crois que dans le Code de la santé publique, elle est introduite, la notion de profession de santé, ou de professionnel, je crois que c'est de profession de santé, avec la loi de janvier 1994. Elle est consacrée par l'ordonnance de 2000 et la recodification du Code de la santé publique avec la partie consacrée aux professions de santé. Et dans le Code de la sécurité sociale, c'est à peu près concomitant, ça doit être l'ordonnance de 1996 dans le cadre du plan Juppé qui introduit la notion de professionnel de santé. Donc cette notion un peu transversale qui essaie de recouvrer des fonctions, des missions, des métiers qui sont très différents, et je crois que la journée a montré cette diversité, est un élément de réflexion important. Et d'ailleurs, nos travaux peuvent d'une certaine manière s'inscrire dans la lignée de ce que l'Organisation mondiale de la santé avait fait en 2007 dans son rapport Counting Health Workers, qui essayait de définir la notion de professionnel de santé en sortant des catégories profession médicale, profession infirmière, profession, etc., et qui avait défini, dans une traduction française, toute personne impliquée dans la promotion, la protection ou l'amélioration de la santé, en faisant bien sûr une distinction entre les soignants et les non-soignants. Et on retrouve d'ailleurs cet effort de transversalité, d'intégration dans un ensemble plus large que les professions soignantes historiques. La directive 2011-24, la grande directive consacrée aux droits des patients en droit européen, droits des patients en matière de soins transfrontaliers, et cette directive définit également, rappelle les professionnels de santé, c'est médecins, infirmiers, etc., sages-femmes, pharmaciens ou autres professionnels exerçant des activités dans le secteur des soins de santé qui sont limitées à une profession réglementée. Donc on a un effort transversal et qui se traduit dans notre Code de la santé publique par l'introduction de dispositions préliminaires à la 4e partie. On a vu apparaître, naître les articles L4000 qui ont essayé de donner le chapeau commun à ces professions qui sont par ailleurs très différentes les unes des autres. Et notamment, je crois que le premier article, le L4001, introduit ces professions sous le chapeau des obligations qui s'imposent à elles en matière de santé publique. Donc on a une recherche de cette notion de profession de santé. Lorsqu'on essaie d'analyser les professions de santé dans les différents droits des pays de l'Union européenne, en tout cas certains d'entre eux, puisque
une étude avait été faite sur 6 ou 7 pays de l'Union européenne. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs entrées sur la notion de profession de santé. La première entrée, c'est une entrée assez classique qui est la qualification, le titre ou le diplôme permettant d'exercer une profession. La deuxième, qui est d'ailleurs plus souvent empruntée ou qui a été à l'origine celle du droit français, qui est la notion d'acte, les tâches ou les domaines, c'est pour les chirurgiens dentistes, la bouche, les dents, les maxillaires, etc. C'est-à-dire qu'on va définir le champ d'intervention. Et la troisième qu'on trouve, je crois notamment en Espagne, dans certains pays autres, c'est la mission de santé publique, c'est-à-dire une mission de prévention dans tel objectif, etc. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ces approches différentes des professions de santé sont en train de se cumuler et qu'il y a finalement des emprunts, et on le voit avec les pratiques avancées dans le droit français, des emprunts aux différentes formules qui témoignent, je crois, tout simplement de la complexification de la notion de profession de santé, de la nécessité de la diversifier et d'intégrer des approches par acte, des approches par diplôme, des approches par mission de santé publique, et ceci est sans doute heureux et répond en tout cas à la complexité de ces fonctions dans le système de santé. Alors, si je regarde l'évolution des professions de santé depuis quelques décennies, j'ai le privilège malheureux de suivre ces questions depuis presque 4 décennies, ce que je constate, c'est que depuis une quinzaine d'années, on assiste à une rupture importante dans l'approche des professions de santé. Pendant un siècle ou un siècle et demi, on est resté sur quelque chose de très traditionnel, très solide, très stable. Les professions de santé, même si certaines ont eu du mal à émerger dans notre pays, mais étaient définies dans un contexte bien précis. Depuis une quinzaine d'années, on voit autour des compétences, de la formation, des rémunérations, la remise en cause et de façon finalement assez rapide, même si on a expliqué depuis le début de la journée que c'était par touches successives. C'est vrai qu'il n'y a pas de Big Bang, pour reprendre le terme de Nicolas Revel, mais néanmoins, en 15 ans, les transformations ont été extraordinairement rapides. Lionel Collet présentait l'évolution des professions en montrant les 2 ou 3 professions apparues dans le Code de la santé publique depuis 2000. S'il était remonté à 1980, il en aurait sans doute trouvé une dizaine, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au droit de la santé, on était habitué aux 3-1-4, les 3 professions médicales, le sage-femme, chirurgien, dentiste, médecin, la profession pharmaceutique et les 4 professions de paramédicales, auxiliaires médicaux, avec la subsistance de ce terme, qui étaient les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières, les orthophonistes, les orthoptistes. Depuis, le Code de la santé publique s'est enrichi de quand même de nombreuses professions qui ont été reconnues progressivement. Alors, si je veux, en pas plus de 10 minutes, je vous le promets, essayer de tirer quelques enseignements ou quelques réactions par rapport à tout ce qui s'est dit depuis ce matin, ce qui n'est pas très facile parce que ça a été très riche, je dirais qu'on est passé d'une approche des professions de santé qui se faisait sur le quelle profession et le quoi, que font-elles, à une approche qui est plus complète et qui est le qui, le quoi, le où, le quand et le comment. Et que tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est le où, le quand et le comment. Et d'ailleurs plutôt le où et le comment que le quand, je vais y revenir. Alors, sur le qui, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit depuis ce matin et qui a été magistralement démontré par Michel Laforcade, par Lionel Collet dans la première table ronde. Mais on voit bien que les professions de santé se sont diversifiées, multipliées, et nous n'avons pas abordé, c'était le choix fait, l'hôpital, mais si on regardait les spécialités médicales, et je sais que certains experts les comptent depuis 40 ans, on est sans doute passé de 20 à 40, 60, 100, 120, enfin je ne sais plus où en sont les chiffres, spécialités ou surspécialités médicales. Et pour les professionnels, on a l'évolution qui a été présentée ce matin. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept de profession de santé ne se limite plus aux professions du Code de la santé publique, ni même aux professions de la 4e partie du Code, puisque les conseillers en génétique nous a rappelé qu'ils étaient dans la première partie. Mais on voit apparaître d'autres professions qui sont tout à fait fondamentales et qui sont hors Code. Alors je ne cite pas celles qui ont été rappelées par Lionel Collet, mais il y a des professions qui ont été inventées par le monde associatif. Le président de France Asso Santé, je pense, ne me démentira pas. Ce qu'on appelait en 1988 ou 90 les techniciens d'insertion, qui doivent être devenus d'ailleurs, je crois, parce que la sémantique change un peu, les référents de parcours de santé, c'est une invention de l'AFM Téléthon pour accompagner les familles d'enfants atteints d'homéopathie. Et cette profession, elle est tout à fait fondamentale. Ce n'est pas du case manager au sens anglo-saxon, c'est
Une profession qui essaie de répondre à un besoin de santé sans être une profession soignante et en étant tout à fait fondamentale pour la vie quotidienne d'un certain nombre de malades suivant des parcours complexes. Donc une transformation extrêmement forte des professions qui se multiplient et qui, je crois, continueront à se multiplier pour répondre au mieux aux besoins. Sur le quoi, sur quelle fonction ? Là aussi, je crois qu'on a vu, et je ne le reprends pas, à travers les différentes interventions, le rôle relatif, l'évolution des fonctions des différentes professions. Et on voit que malgré des professions qui ont quand même été construites fondamentalement en silo pour des raisons juridiques et politiques, quand même, depuis 15 ans, on voit, même si c'est lent, même si la sémantique change, et c'est jamais bon juridiquement quand on passe des délégations de tâches, de compétences aux coopérations interprofessionnelles, aux pratiques avancées. Quand on essaie derrière des sémantiques qui varient, d'essayer de développer un même processus, c'est qu'on a du mal à le faire évoluer. Mais néanmoins, ça se produit, on voit les choses avancer, et on voit des professionnels qui... Et je crois que le terme véritable, c'est des redistributions de compétences. On prend des compétences nouvelles, des compétences traditionnelles, et on les redistribue en fonction du niveau de formation, du niveau de compétences des différents professionnels. Et c'est une transformation qui n'était pas imaginable il y a 25 ou 30 ans, pour les souvenirs que je peux en avoir. Et dans cette analyse de la redistribution, je reviendrai à ce que Michel Laforcade expliquait ce matin, c'est que ce n'est quand même pas le produit d'une réflexion consensuelle qui a réuni les professionnels, les associations, les pouvoirs publics pour dire quel est le meilleur système de santé possible. Comment va-t-on vers un projet idéal ? On a simplement fait face à la nécessité qui résultait de la crise de la démographie médicale. Il faut quand même se souvenir que en 2002-2003, qui doit être les années des premiers rapports Berland, c'était encore l'époque où, sauf erreur de ma part, le mécanisme d'incitation à la cessation d'activité qui permettait, mis en place par l'assurance maladie pour que les médecins libéraux puissent partir en retraite à 57 ans ou 58 ans, en continuant à verser des honoraires correspondant à leurs bénéfices. C'est au même moment, il y avait ces rapports disant « nous allons manquer de médecins, il faut reconstruire la répartition des compétences ». Et dans le même temps, on avait toujours un dispositif d'assurance maladie qui reposait sur l'idée des années 80 ou 90 qu'il y avait trop de médecins en France par rapport aux autres pays. Donc cette construction des nouvelles compétences, de la répartition des rôles et de l'émergence de nouvelles professions est évidemment difficile. Et je crois, comme ça a été également cité par Jacques Battistoni et par Laforcade ce matin, qu'il ne faut pas oublier dans cette évolution du quoi, quelle fonction, toutes les professions sociales et médico-sociales qui sont aujourd'hui déterminantes dans l'évolution du système, notamment avec le vieillissement de la population, mais pas seulement. Troisième question, et là on rentre dans des choses qui sont donc les éléments nouveaux, c'est le « où ». Où vont exercer ces professionnels? Où se situent les compétences? Où se situent les éléments permettant de répondre aux besoins de santé publique, aux besoins de la population? Et là, eh bien, la question des déserts médicaux, ou en tout cas des difficultés d'accès aux soins, les listes d'attente qui ont été évoquées par Nicolas Revel, par Jacques Battistoni, par Michel Laforcade, par le président Guillerme, ces éléments-là ont conduit à remettre en cause, à repenser un grand nombre de dispositifs, même si l'évolution a été très diversifiée. Et d'une certaine manière, je trouve que cette évolution est quand même assez représentative de la construction du système de santé. Qu'est-ce qu'on a constaté? Pascal Fomber nous l'a rappelé. C'est que sur les différents mécanismes qui ont été utilisés, grosso modo toutes les professions, je crois qu'il y a un rapport sénatorial d'il y a quelques années qui rappelait, alors peut-être que les choses ont changé pour je suis un dentiste, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, toutes les professions de santé sont rentrées dans un mécanisme de régulation, d'une façon, de régulation de l'installation ou du conventionnement. Alors, avec l'exception évidemment des pharmaciens qui a une antériorité historique, mais pour les autres professions, par voie conventionnelle, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, et je crois les chirurgiens-dentistes, ont connu des évolutions de ce type. Et le monde médical y est resté étranger. On peut d'ailleurs, ça a été cité par Pascal Fomber, donc je ne fais que poser une question à la suite de son intervention, si la place des médecins hospitaliers, de la place des internes, des chefs de clinique dans la construction
et dans le fonctionnement de l'hôpital n'explique pas le fait que la profession de santé, qui n'est pas rentrée dans une régulation négociée dans le cadre conventionnel, tient au rôle prépondérant qu'ils tiennent au sein de l'hôpital. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des mouvements de professionnels libéraux qui ont fait renoncer le gouvernement, ce sont des mouvements d'internes ou de professionnels hospitaliers. Et donc c'est assez lié à la façon dont est constitué le système de santé. Et Katia Julienne a souligné dans cette question du « où » toute l'importance de la relation avec l'hôpital, qui a été soulignée dans les dernières questions, puisque, évidemment, l'hôpital de proximité, l'articulation avec la médecine de ville, la façon dont des consultations avancées peuvent être organisées par le monde hospitalier, sont des éléments qui sont déterminants pour l'équilibre entre l'installation, la place des professionnels libéraux, et puis, évidemment, le socle que constitue dans un certain nombre de territoires la réponse hospitalière aux besoins de santé. Quatrième élément, le quand. Alors le quand, c'est la question de où sont les professions de santé à 2 heures du matin ou à 5 heures du matin quand un problème de santé se pose. Et alors, on a vu des éléments qui laissent entrevoir un espoir sur une réorganisation du système, à travers notamment la montée en charge des structures collectives, parce qu'évidemment, la permanence des soins est plus facile à assurer quand on est dans une structure de 20-30 professionnels que si on est sur un cabinet libéral isolé. L'intervention d'Anne-Laure Rousseau sur l'intelligence artificielle, des choses qu'on peut avoir dans la poche pour faire des examens qui autrement justifieraient, ou en tout cas des contrôles qui justifieraient des hospitalisations ou des contacts avec des spécialistes qui ne seront pas disponibles au moment où on en a besoin, peuvent également contribuer à répondre du mieux possible au quand. Et d'une certaine manière, ce qui semble susciter le plus d'espoir, en tout cas c'est ce que j'ai compris à travers l'intervention de Jacques Battistoni, mais également le rappel de Gérard Raymond et de Katia Julienne, c'est l'espoir de constituer ce service d'accès aux soins, c'est-à-dire la possibilité d'organiser, et le mot n'est pas toujours évident dans le système de santé, d'organiser un dispositif qui permette de répondre à tout moment, ou en tout cas sur une plage horaire plus importante, une plage de jour plus importante. Et en tout cas, je crois que la question du quand, dont on a vu qu'elle n'était pas la plus fréquente dans nos travaux aujourd'hui, montre que derrière cette interrogation, il y a sans doute des points essentiels. Et puis le dernier, c'est le comment. Alors c'est celui sans doute auquel on a consacré le plus de temps, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Alors je pense à ce que Natacha Lemaire nous a présenté avec brio sur l'application de l'article 51 et de l'article d'expérimentation permanente du Code de la sécurité sociale. C'est également l'espoir fondé dans la constitution des CPTS qui semble se développer. J'ai vu qu'un bilan récent parlait de 400 CPTS qui étaient bien lancés. Donc il y a un mouvement qui est, semble-t-il, plus rapide que certains ne le redoutaient et qui peut effectivement conduire à ce que ces dispositifs se mettent en place dans de bonnes conditions et permettent de gagner le temps médical dont Jacques Battistoni a parlé, ainsi que Nicolas Revel, et qui doit être mieux partagé puisqu'il a vocation à ne pas forcément augmenter beaucoup. Dans cette construction du comment, je crois que le juriste ne peut pas ne pas se poser la question de la façon dont les valeurs, les éléments fondamentaux, les éléments déontologiques, l'éthique des professionnels va se trouver télescopée ou remise en cause, ou en tout cas interrogée par des modes d'association tout à fait nouveaux. Il y a 30 ans, quand on commençait un cours de droit de la santé, l'une des questions qui venait très vite, c'était le problème du compérage. C'est un problème qui, évidemment, a été complètement relativisé, d'abord parce que le travail en équipe, l'association des professionnels est une nécessité pour des raisons évidentes de santé publique, de qualité des soins, d'attente d'ailleurs du public. Mais on voit que derrière tout ce qui va conduire à des regroupements, à des structures plus lourdes, à des réseaux, à des organisations collectives, eh bien évidemment, il y aura une préoccupation éthique, une préoccupation déontologique, une préoccupation d'indépendance professionnelle, et la question de la concurrence qui a été évoquée par Bruno Bacchini en fait partie. Bien, il faudra, et d'ailleurs, comme il l'a dit, il faudra trouver un équilibre savant, subtil, sans doute difficile. Peut-être aurons-nous une période transitoire, comme il l'a dit, où on va un petit peu tâtonner pour à la fois garantir cet accès à l'information, cette possibilité d'une approche plus collective, mais d'un autre côté, surtout, ne jamais céder
face aux risques que comporte ce type de regroupement et qui peuvent avoir pour des conséquences tout à fait lourdes en matière d'éthique, de fonctionnement professionnel et d'indépendance professionnelle. Alors, dernier mot de conclusion, trois brèves remarques. La première, c'est que cette journée sur les professions de santé a posé à plusieurs reprises la question des auxiliaires médicaux. Moi, j'avoue que depuis 20 ans, je suis tout à fait convaincu que cette dénomination n'a plus aucune raison d'être. Et donc peut-être que dans la réflexion induite par ce colloque comme par d'autres, cette mention dans le Code de la santé publique pourrait évoluer, mais comme le professeur Truchet a expliqué que de toute façon il fallait revoir de fond en comble le Code de la santé publique, je peux m'associer largement, même si je pense que le Code de la sécurité sociale est prioritaire, mais je crois quand même que dans ce cadre, cette question de la qualification des professions, qui a une vertu symbolique extrêmement forte, a été posée aujourd'hui, est une question intéressante. Deuxième remarque, c'est la façon dont, et je reviens un petit peu sur l'équilibre que j'évoquais, il va y avoir toute une série de questions de conciliation entre des éléments d'efficience ou d'efficacité du système de santé qui vont faire avancer dans un sens, et puis dans le même temps des risques qui vont s'attacher à ces évolutions. Et on l'a vu entre les contraintes démographiques, l'intelligence artificielle, la réduction du temps médical et l'attente, la nécessité d'un humanisme médical, d'une relation extrêmement humaine entre le professionnel de santé et le patient ou ses proches. Eh bien, il va y avoir une tension inévitable, parce que ces deux éléments peuvent sans doute se concilier, comme on arrive toujours à concilier des grands principes, mais enfin, la question se pose pour l'avenir. De même, il ne fait aucun doute que la télémédecine, le télésoin, le numérique sont des nécessités, vont rationaliser, améliorer, et peut-être d'ailleurs améliorer la qualité des soins, je n'ai pas beaucoup de doutes, mais il va de soi qu'il y a des problèmes immenses de secret médical, et d'ailleurs le Conseil d'État et la Cour de cassation avaient organisé un colloque il y a quelques années sur ce thème, qui montrait à quel point les enjeux autour du secret médical sont aujourd'hui beaucoup plus intenses, et ce n'est pas le sujet de le traiter aujourd'hui, qu'ils ne l'ont été au cours des dernières décennies. Et de même, je ne reviens pas sur l'équilibre difficile à trouver entre l'indépendance et la qualité, compte tenu des regroupements qui vont se faire. Alors, le dernier point, et ça sera mon dernier mot, je retiens la très belle expression du professeur Truchet sur le dialogue des doutes. Le dialogue des doutes entre le monde de la santé, entre la profession médicale, entre la connaissance médicale, et puis le monde du droit, les professions juridiques et les incertitudes, les interrogations que les juristes ont sur un grand nombre de questions. Et ce dialogue des doutes, je crois que notre journée a montré à quel point il était fondamental d'y souscrire, d'y entrer, de ne pas avoir peur de ce dialogue des doutes, de faire se rencontrer les juristes et les professions de santé, d'après ce que j'ai entendu cet après-midi également, les administratifs et les personnels soignants, enfin, parce que fondamentalement, le système de santé repose sur un mot, son action repose sur une valeur qui est quand même la valeur première, me semble-t-il, qui est la confiance. Et cette confiance, si je reprends une définition que j'aime bien, c'est la croyance spontanée ou acquise, et en matière de santé, tout est possible, la croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne. Et je crois que maintenir cette confiance, en faire l'élément déterminant, structurant de l'évolution du système de santé, de la construction des professions de santé, de leur rapport avec les patients et leurs associations, eh bien, c'est sans doute un élément fondamental. Et avoir réussi à construire cette confiance, c'est sans doute l'honneur des professions de santé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon retour.